Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un nouveau numéro du magazine Historia est dans les kiosques et comme chaque mois, le directeur de la rédaction Pierre Baron nous rend visite au cœur de l'histoire. En couverture de ce numéro de février, les archives du Vatican ou quand le Saint-Siège dévoile ses trésors. De quoi inspirer Franck Ferrand. Bonjour Franck. Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai souvent fait ce constat, vous savez, lorsque j'ai été confronté à des mystères historiques ou à des questions restées sans réponse, les experts dans ce cas ont une sorte de réflexe. Ah, si seulement, vous disent-ils, on avait un libre accès aux archives du Vatican. J'ai entendu ce vœu pieux à propos de Jeanne d'Arc, à propos de Louis XVII, à propos de Mayerling, etc. L'universalité de ce trésor documentaire est-il un mythe ou une réalité ? Un peu les deux, nous disent les rédacteurs d'Historia. Et parmi tous les dossiers rouverts ou entr'ouverts par ce numéro, j'ai retenu pour ma part celui du divorce du roi d'Angleterre, Henri VIII, et de Catherine d'Aragon, une répudiation aux conséquences majeures. C'est un peu Tudor cet après-midi sur Europe 1. Hugo vous pose une question à la fin de l'émission via le site internet d'Europe 1. Il aimerait en savoir davantage sur les origines de la forêt française et de son organisation. Eh bien, c'est une question très intéressante. Je la mets donc de côté et pour le moment, je vous invite à explorer une autre forêt, celle des foisonnantes archives du Vatican. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. On ne manque jamais une occasion de nous le rappeler, le souverain britannique, depuis 62 ans la reine Elisabeth II, est le chef de l'église anglicane. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, la religion nationale n'est plus catholique, les chrétiens d'Angleterre sont depuis belle lurette séparés du pape et leur chef n'est autre que leur propre souverain, en l'occurrence leur reine. Cela n'est bien sûr pas sans raison. À l'origine de ce schisme de l'église d'Angleterre, il y a une affaire conjugale et royale, le long, l'épineux, le scandaleux divorce du roi Henri VIII et de son épouse espagnole Catherine. À l'époque, on a appelé cela la grande affaire du roi, 4 années d'âpres négociations matrimoniales sous les regards sidérés de l'Europe entière. 4 années de bras de fer avec la papauté, avec, en fin de compte, la naissance douloureuse de cette nouvelle branche de la chrétienté, l'église anglicane. Le personnage central de cette affaire, c'est évidemment le roi Henri VIII. Henri VIII dont l'existence couvre la première moitié du XVIe siècle. Il est mort comme François Ier en 1747. Henri VIII, vous savez, c'est le modèle de Barbe Bleue, le personnage effrayant du comte de Perrault. Après le fameux divorce dont je vais vous parler, Henri VIII se remariera à 5 reprises et il fera décapiter 2 de ses épouses, Anne Boleyn et Catherine Howard. Il faut dire qu'il avait bien le physique d'un ogre. Il faut imaginer un personnage très grand, très gros, enfin surtout sur la fin de sa vie, avec le regard fixe et une barbe rousse que n'aurait pas désavoué un ogre. Si vous avez en tête le bel acteur britannique qui joue le rôle d'Henri VIII dans la série Tudor à la télé, ma description doit vous surprendre un peu, mais dites-vous que si l'on vous avait présenté à l'écran ce roi tel qu'il était vraiment, vous n'auriez sans doute pas été au-delà du premier épisode. Henri, en 1509, a donc épousé la fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, donc la tante de Charles Quint, mais il faut tout de suite préciser qu'avant d'être son épouse, cette austère princesse était sa belle-sœur. En 1501, Catherine a épousé en effet le prince de Galles, Arthur, héritier du trône d'Angleterre. Arthur, c'est le grand frère de notre Henri, c'est le fils aîné d'Henri Tudor, le fondateur de la dynastie des Tudors, l'homme qui avait vaincu Richard III dans une bataille et qui le soir même s'était fait proclamer roi d'Angleterre, donc sous le nom d'Henri VII. Vous comprenez bien que pour la nouvelle dynastie anglaise, un grand mariage du jeune prince Arthur avec une infante espagnole était une chose très importante. Or, après seulement quelques mois de mariage sans enfant jusqu'alors, il faut vous dire que le prince de Galles avait à peine 15 ans, Il meurt, ce pauvre Arthur, il est atteint d'une grave maladie, peut-être ce qu'on appelait la suette, une maladie infectieuse qui provoquait de fortes fièvres. En tout cas, bientôt il meurt
Et voilà la jeune Catherine, veuve du prince héritier, ce qui ne fait pas du tout les affaires de son beau-père, et d'autant moins qu'il aurait dû restituer l'énorme dot apportée par la malheureuse, parce que la dot d'Espagne, c'était quelque chose, et si on renvoie la pauvre Catherine dans son Espagne natale, il va falloir lui rendre sa dot. Donc Catherine va rester en Angleterre, avec un titre d'ambassadrice qui justifie sa présence à la cour de Londres, et mieux que ça, Henri VII envisage de la remarier à son deuxième fils, Henri, qui à l'époque n'a encore que 12 ans. Ça suppose toutes sortes de tractations avec le Vatican, car l'Église interdit le remariage d'une veuve avec son beau-frère. Tout ça est tiré du Lévitique, voilà ce que dit la Bible. Quand un homme prend pour épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront privés d'enfants. Il faut donc envisager une dispense, que le pape proclame la nullité du premier mariage, si vous voulez, et pour ça il faut établir la non-consommation, ce qui pouvait se concevoir, puisqu'encore une fois, Arthur n'avait jamais que 15 ans au moment où il est mort. Finalement, le pape va délier Catherine et Henri de ce qu'on appelle le lien d'affinité. Ils vont donc pouvoir se remarier, mais seulement en 1509, c'est-à-dire après la mort d'Henri VII et l'avènement de son fils sous le nom d'Henri VIII. Le jeune roi a tout juste 18 ans au moment de ce mariage. La nouvelle reine a 6 ans de plus. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'au moment où il monte sur le trône, Henri fait savoir à tout le monde qu'il va épouser son ancienne belle-sœur avec ou sans le consentement du pape. On n'a pas encore eu l'accord du pape et il dit que j'ai ou non le consentement du pape, ce mariage se fera. Vous voyez donc que, dès les premiers temps du règne, il n'a pas peur de braver l'autorité pontificale, ce nouveau roi d'Angleterre. Entre parenthèses, toutes ces tractations génèrent énormément de rapports écrits, de correspondances. Vous imaginez les cartons qui vont pouvoir s'aligner dans les archives du Vatican. Or, Henri VIII, qui au début se montre éperdument amoureux de sa femme, est un défenseur de l'institution du mariage. Il estime que le mariage, il le dit, pour lui est une institution sacrée et indissoluble. Les jeunes mariés, si je puis dire, vont avoir 6 enfants ensemble, mais par une étrange malédiction, tous ces enfants meurent à la naissance ou en bas âge, certains sont même morts-nés, tous sauf une petite fille, Marie, la future reine Marie Tudor, Marie la sanglante. Et la cour, évidemment, commence à murmurer. Peut-être que Dieu ne veut pas couronner une union contre nature entre un beau-frère et une belle-sœur. Cette incapacité à donner un fils à son mari va être le crève-cœur de la pauvre Catherine, qui s'enferme chaque semaine un peu plus dans sa posture de souveraine, distante, vertueuse, respectueuse de la rigide étiquette espagnole de son enfance. Voilà une femme confite en dévotion. En plus, elle n'est pas vraiment belle, elle est très ennuyeuse, toujours un peu triste. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que le jeune roi Henri, qui à l'époque est encore un athlète bouillant de santé, ne va pas tarder à lui être infidèle. Les femmes ne lui résistent pas. Et la reine, eh bien, la reine affecte d'ignorer ce qui se passe pourtant à quelques pas seulement de ses appartements. Entre deux parties de plaisir, Henri VIII culpabilise et très versé dans la théologie, il s'interroge sur les raisons qui poussent Dieu à lui refuser cet héritier qu'il appelle de ses vœux. Pourquoi est-ce qu'il veut absolument un garçon ? Eh bien, n'oubliez pas que les Tudors n'ont pas hérité du pouvoir. Le père du roi actuel, le père d'Henri VIII, a pris le pouvoir au Plantagenet. Donc la dynastie demande à être assurée en Angleterre, même si on sait que sur ce trône-là, les filles ont le droit de régner. Alors les années passent, la situation va se détériorer. On en arrive aux années 1520 et arrive ce qui devait arriver un jour ou l'autre. C'est ce qui va mettre le feu aux poudres. Henri VIII s'enflamme d'un amour violent, d'une forte passion pour la sœur d'une de ses maîtresses, Anne Boleyn. Or, elle est très maligne, cette Anne Boleyn. Pour se donner à lui, elle exige qu'il l'épouse. Henri VIII accepte. Il accepte aussi parce que il souhaite un héritier, encore une fois. Seulement, pour rendre tout ça possible, il va falloir commencer par faire casser le mariage avec Catherine d'Aragon. Le roi fait mettre le pape au courant, et c'est à ce moment-là que... Alors, on est là en mars 1527. Londres entame donc des démarches d'approche auprès du Saint-Siège. On y va un petit peu sur la pointe des pieds. C'est le chancelier, le cardinal Wolsey, qui va réunir un tribunal extraordinaire pour statuer sur la validité du mariage royal, en arguant, vous savez, de cet extrait du Lévitique que je vous ai lu tout à l'heure. Or, il se trouve qu'à cette époque, le pape, Clément VII, est retenu, si l'on peut dire, en tout cas de fait, prisonnier par le neveu de Catherine, par le roi d'Espagne Charles, qui
qui se trouve être par ailleurs empereur germanique sous le nom de Charles Quint. Les troupes impériales sont là dans Rome, elles se sont emparées des possessions pontificales. Clément VII est reclus dans le château Saint-Ange, il est à la merci des impériaux et vous pensez bien qu'il ne va rien tenter contre la tente de l'empereur. Wolsey décide à ce moment-là de convoquer un gouvernement intérimaire de l'Église. Il estime que Clément VII n'est plus libre de ses décisions. Les cardinaux pourraient exercer la plénitude des pouvoirs pontificaux en attendant la libération du pape. Le but, évidemment, vous avez bien compris, que c'est de faire avancer l'annulation du mariage. On choisit Avignon, qui paraît toute désignée pour réunir cette espèce de gouvernement de l'Église en exil, d'une certaine façon. Et pour que tout ça réussisse, il faut que plusieurs facteurs soient réunis. Il faut que tous les cardinaux soient présents. Or, il n'y en a que 4 qui répondent à l'invitation de Wolsey. Il faut que Clément VII signe une délégation de pouvoir au chancelier d'Angleterre. Ça va pas être très facile. Et il faut que le projet du roi soit gardé parfaitement secret pour inviter une contre-manœuvre de la part de Charles Quint et de la cour impériale, bien entendu. Henri VIII, pendant ce temps-là, décide d'annoncer son projet à sa femme, à Catherine d'Aragon. Il essaie de lui expliquer qu'elle n'est pas son épouse légitime. Et ça, Catherine ne veut pas l'entendre. Elle se ferme, elle se mure dans son opposition, elle est indignée. Elle fait aussitôt avertir son neveu Charles Quint et l'empereur écrit au pape, ce qui fait que toute l'Europe est bientôt au courant. Charles Quint adresse aussi une lettre au roi d'Angleterre pour lui demander de renoncer à cette idée de séparation. Et il envoie aussi une lettre à sa tante, bien sûr, pour l'assurer de son plus entier soutien. Quand je vous dis que ça se corse, ça devient vraiment compliqué pour Henri VIII, qui dépêche à Rome son secrétaire personnel, William Knight. Knight va rencontrer le pape en janvier 1528. Il lui demande de signer une bulle qui permettrait au roi d'Angleterre de se remarier avant l'annulation, avant qu'on statue sur son actuel mariage. Et là, contre toute attente, on se dit le pape va dire non, eh bien s'il accepte. Seulement la dispense qu'il octroie ne sera valable qu'à une condition, que l'union contractée autrefois par Henri et Catherine soit reconnue invalide. Autrement dit, on tourne en rond. Wolsey, de son côté, continue ses tractations. Il se tourne vers la France. Il essaie de bien s'entendre avec le roi de France, qui n'est pas au courant des projets du roi, mais qui, par ses agents à la cour pontificale, ne va pas tarder à être informé. Ce qu'il faut préciser à ce stade, c'est que Wolsey ne sait pas, ça il faut vraiment bien le dire, il ne sait pas, le cardinal chancelier d'Angleterre, que son roi a l'intention d'épouser Anne Boleyn. Lui, il croit que le roi veut épouser Renée de France, qui est la belle-sœur de François Ier. Coup de théâtre, à la fin de l'année, le pape parvient à s'échapper du château Saint-Ange, il s'installe à Orvieto, il est libre. L'Église n'a donc plus besoin d'un vice-pape, plus besoin de gouvernement intérimaire, j'ai envie de dire au revoir monseigneur Wolsey. Henri VIII ne va pas se laisser pour autant décourager. Il veut l'avoir dans son lit, cette sublime Anne Boleyn qui lui fait tourner la tête. Alors il envoie une nouvelle mission à Rome et qui cette fois est composée de l'évêque Gardiner et d'un docteur en théologie qui s'appelle Fox. Leur mission, obtenir du pape une commission décrétale pour que le procès en annulation se déroule bien en Angleterre. Le roi d'Angleterre se dit que si ça se passe chez lui, il y a des chances que ça soit quand même plus facile. Les ambassadeurs extraordinaires voient donc le pape, ils lui rappellent l'attachement du roi d'Angleterre à la Sainte Église romaine. Pas question pour l'instant de se détacher, quoique les ambassadeurs laissent quand même entendre qu'en cas de refus, sa gracieuse majesté pourrait être amenée à rompre avec sa sainteté. Vous imaginez les discussions épiques dans l'entourage du roi. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est cette espèce de hâte, d'urgence, de précipitation dont fait preuve Henri VIII. Bien entendu, les cardinaux ne savent pas qu'Henri VIII veut épouser Anne Boleyn et qu'elle a mis une condition à la satisfaction des désirs royaux, donc ils ne comprennent pas pourquoi. Finalement, 3 bulles papales sont rédigées. La première est une dispense qui permet au roi d'épouser qui lui plaît, donc ça c'est quand même très important. La deuxième attribue à Wolsey et à n'importe quel autre évêque anglais une commission, c'est-à-dire une procuration si vous voulez, dont les décisions devront être confirmées par Rome, attention. Et la troisième délègue au cardinal chancelier et à un légat romain le soin de juger la fameuse question du mariage. Le cardinal romain, c'est Campeggio. Alors, les ambassadeurs anglais sont heureux. Ils se disent que le roi Henri VIII va être satisfait. En fait, non, il n'est pas du tout satisfait, Henri VIII, car il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait au fond. Concrètement, la question de son mariage a bien été confiée à une cour qui se tiendra en Angleterre, mais les juges n'auront pas de pouvoir pour trancher. La décision finale appartient à Rome. Voilà ce qu'écrit Georges Minois à propos de ce pape Clément VII.
Doux, écrit-il, indécis, hésitant, prudent et obstiné, Clément VII ne refuse rien, mais n'accorde pas ce qu'on lui demande. Ses bulles ne répondent jamais exactement à la question posée. Aimable, bienveillant, il élude sans cesse le problème, il tergiverse, dévie les démarches, repousse à plus tard. Ce pape insaisissable va user les nerfs de Wolsey et poussera à bout la patience du roi d'Angleterre. Le légat romain arrive à Londres à l'automne. Il veut gagner du temps. Il suggère que Catherine se retire dans un couvent pour que le roi puisse plaider la mort spirituelle de la reine. Et comme ça lui permettrait de se remarier. Ce serait tellement plus simple. Seulement Catherine ne veut rien entendre. Et, de nouveau, elle en appelle au seul qui peut vraiment la protéger, c'est-à-dire son impérial neveu. J'ai envie de dire, retour à la case départ. Nouvelle ambassade envoyée à Rome en vain. Cette fois, le roi Henri VIII n'en peut plus. Il veut vraiment l'avoir pour lui, son Anne Boleyn. Le 29 mai 1529, il ordonne l'ouverture du procès en Angleterre. Il n'a que trop attendu, il ne veut plus attendre. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions sur le sujet du jour, les archives secrètes du Vatican, par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. La suite du récit de Franck Ferrand sur le divorce du roi d'Angleterre Henri VIII, c'est dans un instant sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au divorce du roi d'Angleterre Henri VIII. Alors ce procès sur le premier mariage d'Henri VIII s'ouvre donc le 18 juin 1529 devant la cour réunie au prieuré de Blackfriars. Le motif, c'est la demande d'annulation du mariage, tout simplement. Une demande qui s'appuie sur les textes sacrés, notamment le Lévitique, et sur cette dispense accordée par le précédent pape. La foule est là qui assiste au procès, c'est un événement considérable, évidemment. Catherine d'Aragon va plaider en son propre nom. Elle supplie la cour de ne pas laisser faire ce qu'elle considère comme un sacrilège. Elle supplie le roi de ne pas l'abandonner. Elle clame qu'au moment où elle a épousé le roi, elle était bel et bien vierge. Les débats vont tourner d'ailleurs autour de cette question essentielle. Le premier mariage de la reine avec un mari à peine adolescent avait-il été consommé? Les uns disent oui, les autres disent non. La principale intéressée quand même devrait être écoutée dans l'affaire. Le procès est finalement ajourné avant qu'une sentence ne soit prononcée et le pape décide de transférer la cour à Rome. Alors ça c'est vraiment trop, c'est plus que Henri VIII ne peut en accepter. D'abord, il va commencer par disgracier Wolsey. Pour cette raison et pour quelques autres, il faut dire, mais le cardinal chancelier est décrété d'arrestation. On va bientôt le condamner à mort. Heureusement pour lui, si l'on peut dire, il fait une crise cardiaque et il décède au moment de son transfert à la Tour de Londres. Donc il va échapper à la hache du bourreau, parce qu'en Angleterre, c'est comme ça que ça se passe à l'époque. Mais néanmoins, Wolsey ne fait plus partie, on peut dire, du paysage. Henri VIII va se tourner pour le remplacer vers un juriste, Thomas Cranmer, qui est patronné par la famille Boleyn, parce que vraiment Henri VIII maintenant est avec les Boleyn, si je puis dire. Et l'idée de Cranmer, c'est de poser le problème de la souveraineté du monarque en son royaume et de mettre en doute le droit du pape à empiéter sur une juridiction anglaise. Henri VIII trouve ça très bien. Il convoque le Parlement. C'est le début d'un grand règlement de compte en Angleterre avec l'Église. De la fin de 1529 à 1536, ce Reformation Parliament va s'efforcer de démonter un à un les privilèges du pape. Et en parallèle, Cranmer, associé à l'administrateur Thomas Cromwell, va diffuser dans tout le royaume une espèce de littérature de propagande, en partie signée par le roi lui-même, d'ailleurs une littérature antipapale. Il plaide pour l'indépendance spirituelle et territoriale de l'Angleterre. Les Anglais se laissent convaincre. Ils ont toujours éprouvé, il faut le dire, une certaine méfiance à l'égard de Rome. C'est si loin, Rome. Parallèlement, et pour forcer un petit peu les choses, Henri VIII fait recevoir Anne Boleyn par François Ier, grande cérémonie, les deux cours réunies. François Ier se montre très courtois envers la dame, il aime les dames, on le sait. Il promet d'intervenir auprès du pape. Et là, nouveau coup de théâtre, Anne Boleyn découvre fin décembre 1532 qu'elle est enceinte. Il va donc falloir très vite organiser un mariage secret entre le roi et elle.
La nouvelle de ce mariage commence à transpirer, elle est diffusée au printemps 1533. Et le 23 mai, le nouvel archevêque Cranmer déclare solennellement la nullité du premier mariage du roi. 6 jours plus tard, on proclame la validité de son union avec Anne Boleyn. Vous voyez que tout ça se fait dans un climat d'urgence, de semi-secret, de gêne. Clément VII, évidemment, s'empresse d'invalider tout ça. Et ça c'est très important, le pape va jusqu'à menacer le roi d'Angleterre d'excommunication. Le 15 janvier 1535, Henri n'en ajoute pas moins à ses titres de roi d'Angleterre celui de chef suprême sur la terre de l'Église d'Angleterre. Les choses sont dites, la rupture avec Rome est consommée. Anne devient à ce moment-là nouvelle reine d'Angleterre. On peut dire que c'est un défi brutal qui est lancé à l'autorité pontificale. C'est la rupture. Le couple royal s'installe à Greenwich, alors on pourrait croire que c'est la fête en Angleterre, etc. C'est compliqué quand même pour Henri. Il est le successeur de toute une immense lignée de rois d'Angleterre qui, qu'on le veuille ou non, se sont toujours montrés fidèles et observants à l'égard de Rome, à l'égard du pape. Et voilà que pour la première fois, avec certes l'accord de ce nouveau Parlement, avec certes l'accord d'un clergé qui a été mis en coupe réglée, avec l'enthousiasme d'une partie non négligeable de la population anglaise, voilà qu'il se déclare lui-même propre chef de l'Église. Vous avouerez que c'est compliqué à vivre pour lui. 3 mois après le couronnement d'Anne Boleyn, c'est l'accouchement tant attendu. On est le 7 septembre de cette année 1533. Alors tout le monde dit, qu'est-ce que ça va être pourvu que le roi ait au moins son héritier? Eh bien non. Ce n'est pas l'héritier mâle tant attendu, c'est une fille qui naît, la petite Élisabeth, qui sera la future Élisabeth Ière, vous savez, la grande reine d'Angleterre. Anne croyait que tout allait commencer pour elle. Eh bien, en vérité, ce n'était déjà que le début de la fin. Cette énorme déception de la naissance d'une fille, jointe, disons-le, à la lassitude éprouvée par le roi Henri VIII, il a dû affronter toute l'Église, il a dû affronter presque toute l'Europe. Tout ça va contribuer à ternir dans son esprit l'image d'Anne Boleyn. Et puis, vous savez comment c'est. Il la voulait pour lui, cette Anne Boleyn. Il a surmonté, il a déplacé des montagnes pour y arriver. Et puis maintenant maintenant qu'elle est tous les soirs dans son lit, eh bien, il se demande un peu si elle méritait des sacrifices aussi énormes. C'est affreux à dire, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Le pire pour Anne, c'est qu'elle commence à entendre la petite rumeur qu'on se chuchote entre femmes de chambre et puis qui peu à peu va enfler à la cour. Le roi serait déjà amoureux d'une nouvelle beauté. Mais si, elle s'appelle Jane Seymour. Si la roche tarpéienne est proche du Capitole, la tour de Londres n'est pas très éloignée non plus de Westminster. Bonjour Pierre Baron. Bonjour. Alors nous allons revenir ensemble sur les conséquences de cette rupture, de ce divorce du roi d'Angleterre avec cette infante espagnole. Et puis nous allons bien entendu de ce dossier-là passer à d'autres et nous allons fouiller, farfouiller, nous amuser dans les cartons des archives du Vatican qui sont, je le rappelle, le grand sujet de ce nouveau numéro de février du magazine Historia. Nous sommes au cœur de l'histoire du Vatican et de ses archives secrètes cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et Pierre Baron, votre invité, directeur de la rédaction du magazine Historia, dont le dossier du dernier numéro d'Historia est consacré aux archives du Vatican, justement. Alors justement, oui, Pierre Baron a posé à Monseigneur Pagano, qui est le directeur des archives du Vatican, cette question élémentaire. Pourquoi les archives du Vatican sont-elles qualifiées de secrètes? Parce que c'est comme ça qu'on dit toujours, les archives secrètes du Vatican. C'est le nom qu'elles portent. Cette dénomination, répond le directeur des archives vaticanes, ne dissimule aucun culte secret. Ces archives s'appellent effectivement Archivum Secretum Vaticanum, mais c'est une mauvaise compréhension du latin. Secretum se traduit en réalité par privé, et non pas par secret ou caché. Il y a ainsi, nous dit Monseigneur Pagano, les archives secrètes de la famille Gonzague ou de la famille Médicis, par exemple. Et donc, les archives secrètes du souverain pontife, elles sont à l'origine destinées à son usage privé. Ce qui a pour conséquence, évidemment, que certains documents pouvant être jugés sensibles sont restés confidentiels et leur accès réservé en premier lieu au pape et à son entourage restreint. Mais, précise le directeur, dès 1881, Léon XIII, afin de répondre à une historiographie hostile au christianisme, ouvre ses archives secrètes à la consultation des universitaires. On peut donc dire aujourd'hui, Pierre Baron, que les prétendues archives secrètes ne sont pas si secrètes que ça.
Je dirais que Monseigneur Pagano est un homme habile, un homme d'église habile. Effectivement, le mot secret, comme on dit un secrétaire, c'est un endroit et c'est un terme qui désigne ce que l'on range. Voilà. Et ce qui est personnel. Et pour autant, les archives du Vatican, elles parlent ou elles devraient parler beaucoup plus que cela. Quand je dis que c'est un homme habile, je dis qu'il met en avant ce qui n'a pas d'incidence directe dans une géopolitique récente. Mais c'est vrai que nous attendons beaucoup d'impatience, vous le savez bien. La mise à jour et la discussion de documents qui, eux, ne sont pas... documents voilà. comme ceux de Pie XII et du rôle de Pie XII, du pape qui était le pape pendant la Shoah, sans présager bien évidemment nullement des résultats de ce que nous verrons, mais le Vatican l'a promis, on pense qu'on pourra le voir au maximum dans 2 ans. Voilà ce que j'appellerais une sortie du secrétaire ou du secret qui me paraît très urgente. Alors là, c'est parce qu'on est dans l'histoire contemporaine et donc comme dans tous les fonds d'archives du monde, il est normal qu'il y ait une période de réserve, mais il y a des affaires qui se sont passées au XIVe siècle, etc. et qui, elles, demeurent pour l'instant non communiquées. Enfin, les fonds d'archives en question ne sont pas communiqués. On va y venir tout à l'heure, on va évoquer un certain nombre d'affaires. Avant cela, j'aimerais quand même ne pas laisser nos auditeurs sur leur faim concernant Henri VIII et en quelques mots, rappeler ce qui s'est donc passé. Henri VIII est tombé fou ou amoureux de cette nouvelle femme, Jane Seymour, qui était tout le contraire d'Anne Boleyn. Alors il se trouve qu'Anne Boleyn avait commis un adultère, semble-t-il, en tout cas on l'en a accusé. Elle a été décapitée et allons-y. Et donc le voilà maintenant avec une 3e épouse, Jane Seymour, qui est une femme assez délicieuse, il faut bien dire. Elle va lui donner un fils. Voilà, finalement il est heureux, il a tout ce qu'il attendait. Il a une femme tout à fait délicieuse qui lui donne un fils, le futur roi Édouard VI. Bah oui, mais sauf que, en l'occurrence, elle meurt, la pauvre, en donnant naissance à ce fils. Alors il va falloir trouver une 4e épouse à Édouard VIII. On lui propose d'épouser Anne de Clèves. Alors il l'a vue sur des portraits. Vous savez, c'est comme ça qu'on procède à l'époque. Alors il l'a fait venir de son Allemagne natale. Ouais, le problème c'est qu'elle est très laide et qu'elle lui plaît pas du tout. Donc il l'avait épousée. Il va demander le divorce. Il se remariera une 5e fois avec Catherine Howard parce qu'elle est divine, c'est une petite de 20 ans, fort aguichante, adorable. Et oui, mais sauf qu'elle est tellement adorable qu'elle a de nombreux amants. Alors le dernier d'entre eux va être pendu, le pauvre malheureux, découpé vivant, il aura le ventre ouvert, les entrailles brûlées, avant d'être tué par décapitation. On espère pour lui qui était mort avant. Et quant à Catherine elle-même, elle est décapitée. Et elle est encore, la hache du bourreau de Londres se s'abat sur ce coup de cygne. Et finalement, le roi va contracter un 6e mariage avec Catherine Parr, qui était une jeune femme assez de bonne humeur, on va dire, qui était 2 fois veuve. Et les rumeurs disent que c'est un peu par pitié qu'elle a cédé aux supplications de celui qui était devenu un vieux roi, un vieil ogre. Alors ça, c'est pour la petite histoire conjugale d'Henri VIII. La grande histoire, c'est une histoire religieuse. Et cette affaire de séparation, de divorce, de répudiation de Catherine d'Aragon par Henri VIII, c'est la naissance de l'Église d'Angleterre, mais c'est surtout un coup terrible porté au Vatican, précisément. Oui, dans l'immédiat, oui, mais il faut jamais oublier une chose, Franck, c'est que le Vatican, on va tout de suite lever l'ineptie de Staline qui disait le Vatican combien de divisions. Eh bien justement, le Vatican, c'est pas un défilé militaire annuel, c'est le plus petit État du monde, et pourtant, il recèle au niveau politique et surtout diplomatique une force considérable. Et ce coup porté immédiatement au Vatican à l'époque d'Henri VIII, on va en avoir la répercussion avec Marie, bien évidemment, dans la foulée. Marie Tudor, bien sûr. Qui va être la reine catholique sanglante. Et on va en avoir une répercussion supplémentaire avec Élisabeth et la Grande Armande. Qui elle est la reine protestante, non moins sanglante entre nous. Mais non moins sanglante, avec des batailles considérables entre l'Espagne et l'Angleterre. Et un Vatican qui, d'une certaine manière, dès que le Saint-Siège est occulté des affaires des puissants de l'État, on s'aperçoit que les troubles s'accélèrent, ou en tout cas il peut y avoir, et le dossier d'Historia le montre, des moments où le pape est un arbitre incontestable ou incontesté. C'est le cas quand 2 grandes puissances sont à égalité sur la surface de la planète. Ce qu'on appelle le traité de Tordesillas entre les Espagnols et les Portugais, où vous avez véritablement 2 superpuissances. On ignorait, en tout cas le document que nous publions le montre, parce que c'est assez peu connu des historiens,
qu'un souverain pontife puisse avoir le pouvoir d'asseoir à sa table, je dirais comme un casque bleu d'une certaine manière, ces deux puissances pour pouvoir équilibrer un traité qui sinon aurait probablement coûté beaucoup de batailles navales et de morts entre Espagnols et Portugais. Oui, on peut dire que là, le pape a joué un rôle d'arbitre. Ouais. Et il faut d'ailleurs dire que pendant toute l'histoire et encore de nos jours, il est très fréquent que le Vatican joue un rôle arbitral, dans toutes sortes de conflits d'ailleurs. C'est important de le dire. Il l'est toujours, ou en tout cas on prête corrige. Quand il ne l'est pas, on le suppose. Par exemple, si on fait dans une rapide parenthèse sur Jean-Paul II, encore une fois, les archives sont trop fraîches pour qu'on puisse le savoir. Mais on a prêté à Jean-Paul II un rôle important dans l'accélération de la chute de l'Empire soviétique, si on peut l'appeler comme ça. Vrai et faux, on va bientôt le savoir. En attendant, il ne faut jamais oublier que c'est parti de Solidarność, en Pologne, pays extrêmement catholique, que le pape Jean-Paul II était polonais, et que bien évidemment, l'influence qu'a pu avoir Jean-Paul II à l'époque, à mon avis, était vraiment pas négligeable. Nous autres gens de médias avons une responsabilité dans le mythe, si je puis dire, parce que on a toujours tendance à personnaliser les choses. On dit Jean-Paul II, on dit Benoît XVI, on dit bon maintenant le pape François. On oublie que derrière la figure du souverain pontife lui-même se trouve un extraordinaire service diplomatique. Il y a dans le monde entier de très très nombreux correspondants diplomatiques du Vatican qui mènent des missions plus ou moins officielles, plus ou moins secrètes, qui jouent un rôle très important. Cette diplomatie du Vatican, elle est essentielle. Elle ne repose pas seulement sur la personne du pape, loin de là, bien entendu. Et je dirais qu'à la base, vous avez un réseau d'informations considérable. Si on prend l'Europe ou l'Amérique latine, le nombre de prêtres en service, qui, bien évidemment, indépendamment du secret de la confession, sont à même de relayer à leur évêque, qui eux-mêmes relayent aux cardinaux et donc finissent au Saint-Siège un certain nombre d'informations sur l'état de la société, que, très honnêtement, je pense que beaucoup d'États, et même la CIA, envieraient par moment. En termes de nombre de relais d'informations, c'est assez considérable. Alors comment avez-vous procédé pour établir ce cahier en fait, enfin ce dossier devrais-je dire, Pierre Baron. Vous êtes allé sur place parce que ce qu'il faut dire c'est que les archives du Vatican font partie de la bibliothèque apostolique, qui est une des plus grandes bibliothèques du monde. C'est gigantesque avec notamment une quantité absolument incomparable d'incunables et de très très vieux livres, dont beaucoup de manuscrits bien entendu. Alors il faut distinguer bibliothèque et archives, mais au Vatican, tout ça fait partie d'un même service, en fait. Ça fait partie d'un même ensemble. Il y a eu une exposition, il y a 2 ans, à Rome, qui a présenté un certain nombre de pièces. Cette exposition ne s'est pas exportée, et elle avait un réel intérêt parce qu'elle montrait un certain nombre de documents de valeur historique, dont ceux que nous publions ce mois-ci, et qu'elle les mettait en lumière par rapport à des pièces jamais vues. Vous parliez tout à l'heure de cette bibliothèque. On va citer 2 chiffres parce que quand même, ils sont assez phénoménaux. Les archives du Vatican, c'est 80 km de rayonnage et c'est 1 milliard de documents. Quelque part, depuis que la bibliothèque d'Alexandrie n'existe plus, quasiment, voilà, on n'a pas d'équivalent sur la planète. Forcément, on prête qu'aux riches et forcément, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, comment ne pas fantasmer, même les romanciers, le Da Vinci Code et autres, comment ne pas fantasmer sur ce que peut receler 1 milliard de documents depuis le 8e siècle à peu près. Évidemment, il y a de quoi refaire l'histoire indéfiniment. Eh bien, nous allons la refaire avec vous en reprenant un certain nombre des dossiers de l'Historia de ce mois-ci. Nous allons parler de Lucrèce Borgia. Nous allons parler avant ça de la croisade de 1204, l'incroyable détournement de la 4e croisade. On va parler de Luther. Bref, un certain nombre des grands dossiers qui constituent les fonds principaux de ces archives secrètes du Vatican.
Du magazine Historia, dont le dossier du dernier numéro est consacré aux archives du Vatican. Le Saint-Siège dévoile ses trésors, un numéro qui est en kiosque dès aujourd'hui. Et oui, alors Céline, il y a une seule série Tudor, mais il y a bien 2 séries Borgia. C'est d'ailleurs amusant lorsqu'on regarde les deux, parce que c'est évidemment la même histoire, même si la temporalité retenue par les scénaristes n'a pas été tout à fait la même, mais c'est la même histoire racontée de façon assez différente. Et moi, je trouve ça très passionnant en ce qui me concerne. C'est presque amusant, il faudrait presque pouvoir les regarder presque en même temps, même pour voir comment les 2 équipes de scénaristes et d'historiens ont traité cette même histoire d'Alexandre VI, de ses enfants, César Borgia, et bien sûr la belle, la sublime, et dit-on la très très sulfureuse Lucrèce. Peut-être pas si sulfureuse que ça finalement, Pierre Baron. Non, pas vraiment. Elle a 13 ans, elle épouse un prince qui en a 26, elle écrit à son père Alexandre VI, donc le pape si j'ose dire. Papa-pape, oui. Et c'est d'ailleurs la même racine, il faut le dire. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'elle a dans le document que nous publions? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est plutôt quelqu'un qui a un tempérament de mécène. C'est quelqu'un qui a vraiment le goût prononcé des arts, des artistes, de la création. Les documents des archives du Vatican montrent une personnalité extrêmement pudique, assez curieusement réservée. On est à des années-lumière, encore une fois, de la légende noire, des Borgia d'une façon générale, et de Lucrèce qui a toujours été affublé à tort, comme vous le disiez, de cette réputation de dépravé. Parce que ça arrangeait évidemment ses frères, notamment. La vérité officielle du moment était différente pour des raisons éminemment politiques. En fait, on découvre une mécène, globalement. Bien sûr. Personne, oui. Et encore une fois, ce qui est très attachant dans ce portrait, tel qu'il se dégage de ce document, c'est qu'on a une Lucrèce Borgia beaucoup plus soumise aussi à l'autorité paternelle ou papale, en l'occurrence paternelle, qu'on peut l'imaginer. Alors que, y compris dans les séries, quand Lucrèce Borgia intervient, elle est toujours, on dirait, une ado révoltée d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est assez grotesque parce qu'en réalité, elle était extrêmement soumise à l'autorité de son père. Olivier Poncet, dans un des articles de Le Point de Vue, qui figure dans ce numéro d'Historia, nous dit « Le grand public continue d'attendre de ces archives des secrets inavouables, la confirmation de croyances anciennes ou la révélation de complots enfouis. C'est que les archives du Saint-Siège intéressent le monde entier, c'est même l'une des vertus que leur reconnaissent volontiers les chercheurs. Elles apportent pour de multiples régions du monde les plus anciens témoignages écrits de leur histoire, comme le royaume du Congo à la fin du XVIe siècle, par exemple. On a envie de dire, les historiens recadrent constamment le fantasme et nous disent « Vous croyez que les archives recèlent des trésors de révélation. En vérité, ces archives recèlent bien des trésors, mais pour une autre raison. C'est qu'elles sont les plus anciennes et les plus détaillées archives qu'on puisse posséder sur toutes sortes de sujets. » Exactement, c'est les traces, encore une fois, tangibles, manuscrites, graphiques, les plus éloignées dans le temps. Et surtout, il faut jamais oublier une chose, Franck, elles sont annotées. Si on va au Vatican et si on consulte ces archives, on les consulte rarement à l'état brut. Parce que, indépendamment de ce document, il y a des annotations qui renvoient à d'autres ouvrages. Si on fait cette parenthèse et si j'aborde rapidement ce terrain, c'est parce que, curieusement, dans les archives du Vatican, il y a un trou. Il y a un trou extrêmement curieux, qui va du 4e au 8e siècle, date officielle à laquelle s'ouvrent les archives du Vatican. Les plus anciens documents des archives sont du 8e. Oui, c'est ça. C'est de très 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 anciens quand même. Et c'est là que c'est dommage, si j'ose dire, parce qu'au 4e siècle, comme vous le savez, il y a une floraison d'hérésies dans la chrétienté et de doctrines hérétiques qui remettent en cause un certain nombre de choses, mais vitales pour les intérêts de l'Église. On se croirait aujourd'hui, mariage des papes, la frugalité du clergé. Fonder les dogmes et les pratiques. Tout à fait. Le discours même du pape François aujourd'hui, c'est un mode de vie frugal, pauvre, en tout cas humble, beaucoup plus en rapport avec la vocation première. Ces questions-là, les chrétiens du IVe siècle se les posent. Et naissent toute une série d'hérésies. Les pères de l'Église consultent ces documents et les consultent dans les archives du Saint-Siège. Ils les annotent. On trouve trace de leurs annotations, et curieusement, de tous ces livres initiaux, hérétiques entre guillemets, ou déclarés ultérieurement hérétiques, il y a un trou dans les archives du Vatican qui lui-même reconnaît, avec une certaine langue de bois,
qu'on ne peut plus consulter et qu'il ignore totalement où se trouvent ces archives. Or, je vous précise que même le sac de Rome, même ces affreux barbares, lorsqu'ils ont pillé Rome, n'ont pas touché aux archives du Vatican. Il n'y a eu aucun dégât des eaux, il n'y a eu aucun incendie majeur. Mais des archives qui donc n'étaient pas encore constituées en tant que telles. Hein. Oui, à l'époque, c'était les papiers actifs. Hein. Exactement, elles s'y trouvaient comme des archives si privées. Dire, d'ailleurs, le terme n'est pas le bon. Mais elles étaient accumulées. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Il y a des trous, des lacunes ou des carences dans le Vatican qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue historique et théologique. Et théologique, c'est qu'en fait, un grand nombre des affaires qui sont traitées et par le Vatican et qui donc figurent a posteriori dans les archives sont des affaires d'ordre religieux, bien entendu. On peut penser, je l'annonçais tout à l'heure, à toute l'affaire terrible de cette 4e croisade, détournée par les Vénitiens vers Constantinople et qui aboutit au sac, à la mise à feu et à sang de Byzance, hein, de la capitale, de l'autre grande capitale chrétienne, de l'autre Rome, si je puis dire. Alors imaginez On est en 1204. On est en 1204 et imaginez une seconde qu'un pape excommunie des croisés. Une situation extraordinaire. Mais il ne va pas les excommunier directement pour des histoires religieuses. En fait, il les excommunie parce que ils avaient demandé à Venise un droit de passage et ils ne pouvaient pas la quitter financièrement. Alors la République de Venise leur dit, écoutez, voilà, il y a une ville, Dalmate, qu'on aimerait bien conquérir, et il les envoie conquérir à la place de Venise, la ville d'Almate. Ce qui veut dire que le pape, lorsqu'il apprend que des gens qui sont censés libérer la Terre Sainte pour payer leurs droits de péage vont conquérir une ville chrétienne, évidemment, ne peut que sanctionner. Il aurait pu sanctionner, je m'empresse de le préciser, sur des tas d'exactions autres commis pendant la 4e croisade par ces mêmes chrétiens, mais en l'occurrence, c'est parce que des chrétiens se sont entretués uniquement pour payer leur voyage maritime. C'est quand même inouï. Et ça aussi, si on ne va pas le chercher dans les archives du Vatican, on ne le trouvera nulle part. Alors vous montrez un certain nombre de pièces d'archives dans ce numéro. Elles sont estampillées du cachet, hein, des archives secrètes du Vatican. C'est le cachet des années 1880, lorsqu'on a rendu public les fameuses archives. Et notamment, j'ai là sous les yeux la bulle d'excommunication de Martin Luther, en date du 3 janvier 1521. C'était le pape Léon X, donc le prédevancier, si je puis dire, du pape Clément VII dont je parlais tout à l'heure. Là où ça devient intéressant dans ce document, c'est la façon dont comment l'Église argumente pour chasser Luther. C'est intéressant parce que Luther est, par rapport à Calvin, celui qui est le plus proche du fonctionnement de l'Église, puisque les luthériens admettent une certaine forme de hiérarchie, comme le clergé catholique romain. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde de près ce document. Ce document, officiellement, va chasser Luther de l'Église pour ces raisons-là. En réalité, ce ne sont pas les bonnes raisons. Luther n'est pas chassé parce qu'il a un schisme religieux. Luther est chassé parce qu'il remet en cause non pas le principe de l'autorité, mais du libre accès à la Bible. C'est ça que l'Église ne peut pas tolérer. Et en avant, vous avez l'argumentaire. Il est imparable. Les passages où Luther dit que tout chrétien doit pouvoir lire la Bible, la commenter, l'analyser, la juger, sont systématiquement occultés de la bulle papale. Et la bulle papale ne va reprendre que la remise en cause de l'organisation de l'Église dans les raisons de bannir Luther. Extraordinaire, je trouve ça. Aujourd'hui, allez donc dire même à un catholique qu'il n'a pas le droit de lire la Bible. C'est juste extraordinaire. Ah oui, mais ça a fait partie directement de l'histoire de l'Église. Mais bien sûr. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on aimerait beaucoup que le Vatican nous fournisse des documents censés exister sur, je parle là d'histoire de France, sur Jeanne d'Arc, sur ce qui s'est passé au Temple pendant la Révolution, sur pourquoi pas l'affaire Dreyfus. Enfin, il y a des sujets comme ça dont on subodore que le Vatican possède un certain nombre d'archives et qui n'ont pas été communiquées. Mais ça, c'est de la supposition. Et puis, il y a l'ouverture toute simple et toute naturelle des fonds d'archives contemporaines. Et bien entendu, la grande question, c'est la question de Pie XII. Alors, Paul van den Heuvel, dans votre magazine, dit « À quoi s'attendre si le pape autorise l'ouverture des archives du pontificat de Pie XII ? La masse documentaire représenterait 16 millions de pages. On affirme que ce sont les soviétiques et leurs amis européens, parfois parmi les intellectuels, qui ont soupçonné d'avoir gardé le silence sur les
camps de concentration et l'Holocauste est de ne pas avoir suffisamment condamné en public Hitler et le régime nazi. Affaire à suivre. Beaucoup a déjà été dit, écrit sur le pontificat de Pie XII, sur la personnalité de Pie XII, sur le rôle qu'il a pu avoir aussi, il faut le dire, parce qu'on a tendance à passer très vite là-dessus souvent pour protéger à titre personnel un certain nombre de juifs à Rome. Mais alors, le grand silence ou supposé silence de l'Église, est-ce que vous pensez que les archives parleront à ce propos ? Je ne le sais pas tant qu'on n'aura pas vu les documents. En revanche, je pense, comme le suggère notre auteur, que la mise à jour de ces archives pourrait être très embarrassante, mais pas directement pour le Vatican. Je pense à l'Union soviétique, maintenant la Russie, il peut y avoir des silences qui vont être mis à jour à travers ces quelques millions de documents qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels on s'attend. Mais encore une fois, attendons que tout soit mis sur la table et que surtout les historiens travaillent, et croyez-moi, ils ont de la matière. Vous savez, je suis assez frappé par l'intérêt suscité dans le public par tous ces grands fonds d'archives. J'ai la chance depuis un peu plus de 2 ans maintenant de présenter cette émission L'ombre d'un doute sur France 3, qui a d'ailleurs longtemps été présentée depuis les grands dépôts des archives nationales à Paris, et qui présente toutes les 3 ou 4 minutes à l'antenne un document d'archives. On voit toutes sortes de documents qui sont là pour étayer ce qu'on raconte historiquement. Et à ma grande surprise, parce qu'au début, j'avoue qu'on y allait un petit peu avec des pincettes, à ma grande surprise, le public est passionné par ça. Et lorsqu'on fait, vous savez, les fameuses études qualité qui sont censées demander aux gens comment ils aimeraient qu'évolue l'émission, ils demandent encore plus d'archives, encore plus de documents. C'est plutôt bon signe, ça, pour la discipline historique, Pierre Baron. Oui, c'est passionnant. Puis c'est une façon aussi pour le public de s'approprier les documents. C'est-à-dire de ne pas nécessairement attendre que ces documents soient distillés, analysés et infusés. Et une des dimensions de cet engouement, c'est la généalogie, Franck. C'est-à-dire parmi l'ensemble et la masse considérable des archives, celles qui sont le plus consultées par les Français sont des archives liées à leur propre histoire familiale. C'est bien aussi une façon pour les Français sur le terrain, notamment au niveau départemental, d'aller acquérir à travers l'histoire de leur famille un bout d'histoire sans nécessairement attendre qu'on le leur raconte. Alors bien entendu, comme à chaque fois dans Historia, il n'y a pas que ce dossier sur les archives du Vatican, bien entendu. Vous nous parlez notamment de La Rochelle, vous nous faites visiter la bibliothèque du marquis de Sade. Ça, ce serait dans l'enfer. Hein. Ça serait directement l'enfer. Il faut expliquer ce que c'est que l'enfer en un mot. Très rapidement, l'ensemble des ouvrages mis à l'index est interdit, bien évidemment, d'accès et de consultation. Merci beaucoup Pierre Baron. Vous êtes, je le rappelle, le directeur de la rédaction du magazine Historia, dont le nouveau numéro, celui de février, est maintenant dans les kiosques. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question d'Hugo, qui souhaite connaître les origines de la forêt française et de son organisation. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck Ferrand, cet après-midi à la question d'Hugo, qui nous l'a envoyé via le site d'Europe 1, europe1.fr. Pourriez-vous nous parler de l'histoire de l'organisation des forêts en France? Voilà la question d'Hugo. Et oui, alors c'est une très bonne question, ça, parce que, vous savez, la peinture, la littérature, le cinéma ont eu tendance à nous donner de la forêt d'autrefois, de la forêt immémoriale, une image assez fausse. Bien sûr, il y a eu la forêt primitive, celle de la préhistoire, mais la déforestation, notamment en France, mais on va dire dans toute l'Europe occidentale, est intervenue tôt. Lorsque vous prenez un certain nombre de textes de l'Antiquité, de l'époque des Romains ou des Gallo-Romains, vous vous rendez compte que des régions qui aujourd'hui sont couvertes de forêts, à l'époque étaient rases. Tout simplement, la déforestation était intervenue. On a longtemps empiété sur la forêt dans le but de multiplier les terrains agricoles, d'augmenter les rendements, parce que vous savez qu'à l'époque, les terres rapportaient très peu de grains et très peu de fruits. Et donc, les bouches à nourrir, elles, étaient en constante augmentation. Et c'est sous Charlemagne qu'on commence à vouloir élaborer un règlement pour organiser les bois présents sur le territoire. On va commencer donc au Moyen-Âge à procéder au marquage des arbres afin de déterminer ceux qui devront être coupés, ceux qui devront être maintenus, d'éviter les abus. C'est à Philippe Auguste en 1219 et à Philippe le Bel en 1291 qu'on doit l'organisation de ce qu'on appellera les eaux et forêts, dont le rôle est justement de veiller à une bonne gestion. On dirait
mène aujourd'hui une gestion durable de ce patrimoine vivant. Et puis viendra l'heure du premier code forestier. On le doit à Philippe VI de Valois, le fondateur de la dynastie, en 1346. C'est ce qu'on appelle l'ordonnance de Brunoy. Les réserves de bois à cette époque-là commencent à diminuer dangereusement. Il faut donc faire appel à la loi, si l'on veut, pour y remédier, s'assurer que les bois se puissent perpétuellement soutenir en bon état, nous dit l'ordonnance royale. Une autre grande ordonnance va marquer le paysage français. C'est, alors là, la grande ordonnance de Colbert. On est en 1661. La gestion des forêts est toujours aussi désastreuse, en dépit du travail que doit pouvoir faire dans son coin Monsieur de La Fontaine, qui était inspecteur des eaux et forêts, je vous le rappelle. Donc, grande organisation en 1669, loi organique soucieuse d'agir au cas par cas dans chaque forêt, avec cet objectif essentiel du reboisement. Le code forestier tel que nous le connaissons, il date de 1827. Il est encore en vigueur aujourd'hui. C'est un code qui régit l'organisation de toute forêt, publique ou privée, d'au moins 10 hectares. Au 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 moins 10 hectares.